Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai le plaisir et l'honneur et la chance, ce qui fait beaucoup, de recevoir Gilles Servara. Gilles, c'est l'entraîneur de Daniil Medvedev, que tu connais peut-être parce qu'il a été numéro 1 mondial il y a quelques années et qui aujourd'hui est dans le top 5 ou top 10. Tu vérifieras et tu me diras en commentaire. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce que très naturel, très franc et qui réfléchit beaucoup sur sa pratique alors qu'il n'a pas forcément de grosses formations sur l'entraînement. Il met en place des choses de manière instinctive et il va le vérifier par la science. Et il a créé un staff pour s'entourer, c'est super intéressant. Tu verras son parcours, on le décrit un petit peu dans l'émission. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les thèmes qu'on a abordés. Et cette fois, pour une fois, je te laisse découvrir et te faire un avis par toi-même. On se retrouve dans le club des entraîneurs. N'oublie pas de commenter si tu as des questions. Et à très vite. Salut! Le succès ne se construit pas seulement sur le talent, mais sur la maîtrise des habitudes et compétences fondamentales. Chez Performance Skills, nous vous aidons de manière holistique à exploiter pleinement votre potentiel et à optimiser chaque détail pour atteindre l'excellence. Nos experts analysent vos habitudes, vos mouvements et votre identité pour créer un programme sur mesure, adapté à vos besoins spécifiques. Comprendre ce qui nous rend uniques, revisiter nos acquis, construire le succès, c'est l'expérience que font déjà de nombreux athlètes au sein de notre structure. Gilles Servara, bonjour. Bonjour Julien. Je suis content de te recevoir dans Secret d'entraîneur. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Alors, comme tu as dit, Gilles Servara, je suis entraîneur de tennis, entraîneur-coach, comme je me définis. J'entraîne actuellement Daniil Medvedev, qui est numéro 5 mondial cette semaine au classement ATP. Voilà, pour la petite entrée en matière. Combien d'athlètes t'entraînent ? Aujourd'hui, j'entraîne que Daniil. Okay. Après, je conseille ou accompagne d'autres personnes. Et j'aime faire ça d'ailleurs, surtout les entraîneurs. J'aime beaucoup échanger et pouvoir coacher des entraîneurs. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Mais pas que les entraîneurs. Aujourd'hui, mon travail avec Daniil me prend 95% de mon temps professionnel. Comment tu gères justement ta relation avec Daniil ? Comment je la gère ? Parce que vous passez beaucoup de temps ensemble. Effectivement, c'est beaucoup de temps ensemble. Ça fait aujourd'hui 7 ans, ça va faire 8 ans que je l'entraîne, que je suis son entraîneur attitré. Alors, comment je la gère ? Facilement. Je pense qu'on a une connexion qui fait que ça se passe bien. On n'est pas fourrés ensemble tout le temps. Donc, il y a une certaine distance et proximité qui permet d'avoir de l'oxygène. Voilà, après, je te laisse rentrer là-dedans dans ces éléments-là, si tu veux, de détails, parce que je vois pas d'autres choses à dire, et pourtant, il y aurait tellement à dire sur cette relation du quotidien, effectivement. Quelle anecdote je peux avoir parce que c'est un peu une relation de couple finalement quand tu es entraîneur vraiment d'un seul athlète. Clairement, c'est une relation de couple. Alors, quand je dis une relation de couple, c'est que parce que de fait, je suis avec lui depuis 7 ans et que je le vois 350 jours par an, effectivement, ça peut s'apparenter à ça. Malgré tout, ce que je pense important et que justement je peux dire à d'autres entraîneurs, c'est que je ne suis pas son ami. Je ne suis pas je veux dire, il y a une distance. C'est important pour moi de garder une distance de sécurité pour éviter certains. Que ça devienne du copinage, voilà, que tu n'aies plus d'autorité. Exactement. Si besoin. Voilà, pour pas qu'il y ait une confusion de posture. Alors, c'est pas de moi, confusion de posture. J'ai entendu ça, c'est Francisca qui m'en a parlé l'autre jour et c'est d'elle et je trouve ça très juste de faire attention en tant qu'entraîneur, de pas avoir de confusion de posture. Ouais. Je suis son entraîneur. Mon but, c'est de le faire performer et de faire en sorte qu'on se sente bien dans notre relation. Se sentir bien dans la relation et performer, c'est justement faire attention de pas être trop proche. Mais en même temps, de l'être suffisamment pour
sentir si dans sa vie personnelle ou s'il y a des éléments de sa vie personnelle qui sont importants pour lui, qui sont parasitants, qui le gênent ou qui vont bien et avec lesquels il faut jouer et travailler. Voilà, donc j'ai toujours fait attention à ça. Donc il y a même des sujets sur lesquels je vais pas forcément aller sur lesquels j'irai avec un ami, par exemple. Voilà. Ouais, bien sûr. Et c'est toute la différence. Ok. Tu es tout seul ou est-ce qu'il y a un staff autour de toi pour l'accompagner? Il y a un staff autour de moi, bien entendu. Il y a un staff composé de préparateurs physiques, physio et agents, femmes aussi, qui fait partie, je peux le dire, du staff, on peut dire ça comme ça. Médecin, bien entendu, ostéopathe. Voilà. Ok, trop bien. Et comment est-ce que c'est un truc qui m'intéresse généralement, comment est-ce que tu en es arrivé à créer ce staff-là? Est-ce que c'est par le hasard des rencontres ou est-ce que c'est parce que tu avais détecté chez eux un potentiel ou un niveau de l'histoire avec Daniil a évolué, l'équipe avec Daniil a évolué. Pardon. C'est-à-dire que quand j'ai commencé avec lui, quand il m'a demandé d'être son entraîneur en 2017, fin 2017, à cette époque-là, j'ai été co-manager et cofondateur d'un centre d'entraînement qui est encore basé à Cannes, dans lequel Daniil se trouvait. Et que j'entraînais en binôme avec mon co-partenaire. Et à ce moment-là, en fin 2017, Daniil m'a demandé d'être son entraîneur et m'a donné carte blanche pour faire en sorte de l'amener au plus haut niveau. Ou en tout cas jusqu'où il pouvait aller. À partir de là, d'ailleurs dans le staff, j'ai oublié, et c'est très important parce que c'est une personne très importante dans le staff, son sport scientist, Yann Lemeur, que tu dois connaître, qui travaille justement, que j'ai fait rentrer dans le staff en fin 2017, que je connaissais de l'INSEP et qui venait de bouger à l'AS Monaco. Et donc j'ai pris contact avec lui pour qu'il vienne, je lui ai posé la question de savoir si ça l'intéressait de rentrer dans le projet de Daniil. Il a plutôt apprécié ma démarche et ce que je lui présentais. Et quand je l'ai présenté à Daniil, Daniil a apprécié aussi. Et donc, ça a commencé comme ça. Okay. Il a été d'un grand support, notamment par rapport à ma vision du travail, je dirais du travail physique à cette époque-là, puisque le préparateur physique de Daniil à l'époque, qui est toujours la même personne, Eric Hernandez, travaillait dans le centre que j'avais créé. Lui gérait un certain nombre de joueurs. Enfin, il gérait tout le centre à ce moment-là sur la prépa physique. Son temps était réduit, donc en fait c'est moi qui avais toute la responsabilité de l'entraînement. Et j'avais besoin d'un support à ce moment-là pour valider, confirmer la vision que j'avais auprès de Daniil. Et en faisant rentrer Yann, ça m'a permis d'appuyer ma vision du travail et la direction que je voulais donner, notamment à la préparation physique. Et c'est comme ça que ça s'est embrayé en fait. Donc à partir de là, 2017, 2018, Yann qui rentre dans le staff. Ensuite, Francisca Dosé au niveau psy et prépa mentale qui rentre dans l'équipe en 2018. Et voilà comment l'équipe s'est constituée. Après 4-5 ans, ça a un peu évolué. Eric et moi-même sommes partis du centre dans lequel on travaillait pour s'occuper que de Daniil. Okay. Et donc, il y a eu un réajustement de position du staff, l'entrée aussi du physio actuel, Gaëtan Baudet, voilà, qui s'est fait au fur et à mesure. Okay. Comme chaque équipe, en fait, je vais dire, le temps fait que les systèmes, je pense, évoluent et il faut pouvoir les manager et les rendre opérationnels en fonction des gens qu'il y a à l'intérieur, en fait. Ouais, je vois. Et justement, avec Yann Lemeur, comment est-ce que vous avez bossé justement pour définir ta notion de travail dont tu parles? Est-ce que tu lui envoyais les planifs que tu faisais, tu lui disais est-ce que c'est bien, ou est-ce que lui, a posteriori, il te dit ah ben là, ça non, ça oui, et avec le temps, tu arrives à améliorer? Non, c'était beaucoup plus participatif. On avait vraiment une réflexion
du travail à faire, des manques qu'il y avait, moi les visions que j'avais sur le terrain et de comment le transposer dans le travail. Alors on faisait ça aussi avec Eric, bien entendu, et donc on avait cette réflexion à trois sur le travail à donner. Mais moi, ma principale vision, c'était aujourd'hui, Daniel n'est pas assez fort physiquement. On a un objectif d'aller loin en Grand Chelem, et aujourd'hui, dans l'état actuel, on n'y arrivera pas. Et c'était surtout, je m'adressais surtout à Daniel à ce moment-là pour ça, parce que il n'était pas, à mon sens, rompu à un travail de qualité et constant alors, je sais pas si tu connais le circuit tennistique. Tu bouges toutes les semaines, tu as des matchs toutes les semaines, tous les jours. Donc, tu n'es jamais chez toi, quasiment jamais chez toi. Donc, en réalité, tu t'entraînes chez toi, après tu pars et presque tu pourrais ne plus rien faire. En tout cas, c'est ce qui pouvait se passer pour Daniel à ce moment-là, notamment parce qu'il n'avait pas eu d'entraîneur attitré qui le suivait en continu. Et moi, je lui disais, Daniel, c'est notre préparation, ta préparation, elle n'est pas assez pro pour moi. Il n'y a pas un travail physique qui est suffisamment conséquent et continu. Et pour moi, il faut travailler en continu, même quand on est en tournoi, de réussir à maintenir une continuité de travail pour éviter ce qui se passe, c'est-à-dire des petites blessures musculaires par-ci par-là qui ne te permettent pas de tenir la distance, en fait. Et si on a un objectif de Grand Chelem, ça doit se construire maintenant. Gagner un Grand Chelem, d'ailleurs, ça va faire ça va être le sujet d'une méthode qu'on est en train de formaliser avec Yann, sur laquelle qu'on a co-créé il y a 4 ans maintenant, pour pouvoir créer des entraînements pour nous, comme on a appelé notre méthode Grand Chelem, pour préparer Daniel à aller loin dans les tournois du Grand Chelem. Et donc voilà comment s'est constitué le staff et le travail autour de Daniel. Et Daniel a adhéré à ça, et je vais dire, il s'est laissé faire pour qu'on puisse le préparer à faire partie des meilleurs joueurs du monde. Ce qui est plutôt réussi. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et c'est jamais satisfaisant. Oui, forcément. Et voilà. Tu parles justement d'un plan Grand Chelem. Ça me fait penser un petit peu au sport co. Les mecs sont tout le temps en déplacement. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour réussir à entraîner et développer des choses chez un sportif qui joue déjà beaucoup de matchs, beaucoup de déplacements et peu de temps finalement disponible pour s'entraîner et développer des qualités? Alors, je pense que des préparateurs physiques ou des entraîneurs d'autres sports qui n'ont pas ce rythme-là verraient nos entraînements, en tout cas c'est comme ça que je le vois moi à l'intérieur, et pour faire d'autres sports et m'intéresser à d'autres sports, me dire en fait on développe rarement, pas beaucoup dans le tennis, puisque tu restes là, on revient des États-Unis, on a pu faire 5 jours d'entraînement. C'est pas en 5 jours que tu développes. T'es plutôt dans le maintien ou la continuité d'un travail. Alors, on essaye d'avoir quelques petits blocs en pré-saison. On peut avoir 3 semaines à 4 semaines d'entraînement consécutif. Le maximum qu'on ait eu, je pense que c'est 8 semaines. Et peut-être un peu plus à l'après-année du Covid, puisque les tournois en Australie étaient décalés. Donc, on a pu, de mémoire, on a pu se faire 7 semaines d'entraînement. Ça, c'est le bout du monde pour un joueur de tennis. Mais le bout du monde. Et tu l'as une fois dans l'année, c'est-à-dire éventuellement en pré-saison, ou alors s'il revient de blessure, ou si, tu vois. Mais sinon, après, on va avoir dans l'année des petites périodes de 10 jours. Donc là, il faut réussir à refaire c'est pas des pics de rappel, parce que les pics de rappel, on essaie de les avoir tout au long de la saison. Mais là, c'est notre bloc d'entraînement de 10 jours où on essaye de se focaliser sur une ou plusieurs dominantes et de faire remonter le... Et ça ressemble à quoi 10 jours d'entraînement de Dany? C'est 2 séances par jour, 3 séances, une seule? Comment ça se passe? Alors, c'est variable. Pourquoi c'est variable? Parce qu'il faut gérer
Ça dépend les périodes. Tu reviens de tournoi, tu sens que le joueur, il n'est pas forcément disponible, que ça soit physiquement, énergétiquement, mentalement, et il faut pouvoir, en fonction de ça, s'adapter. Donc, le rêve de faire 2 séances tennis, une séance physique, c'est quand même, au fur et à mesure du temps et d'une carrière, de plus en plus rare. Et donc, on essaie de s'adapter à avoir déjà de remettre une continuité de travail sur 5 jours avec un bon entraînement tennis et un bon entraînement physique. C'est déjà, pour nous, aujourd'hui, déjà bien. Voilà. Après, dans ces 5 jours ou 6 jours, on va bien entendu choisir des jours où on va pouvoir mettre un peu plus de volume et pouvoir se dire bon, ok, là il faut aussi qu'on garde notre fil rouge de séances dures et longues pour ce qui peut arriver en tournoi en fait. Voilà. Et par rapport à la manière de planifier sur l'année, tu pars du principe que voilà, il va faire telle compétition, tu auras tant de déplacements, etc. Donc ça nous laisse, je dis n'importe quoi, 10 créneaux d'entraînement. Est-ce que tu dis à chaque créneau, quand je parle de créneau, ça peut être une semaine, il faut développer ça, ou tu fais vraiment en fonction de qui risque d'affronter au prochain tournoi et donc il va avoir besoin de ça? Comment tu fais? Alors, tu parles là sur le plan tennis, sur le plan tennistique. Ça va être en fonction de ce que je vois, de ce que j'analyse en tournoi. Je vais me poser sur une feuille, je vais réfléchir et je vais poser les objectifs qui pour moi sont indispensables à la progression de Daniil dans le temps, ou bien si il y a quelque chose qui régresse, de revenir dessus. Et bien entendu, les joueurs qu'il rencontre aujourd'hui, par exemple un Sinner, Alcaraz, qui sont je veux dire les nouveaux Djokovic, Nadal pour lui, eh bien ça fait réfléchir sur les axes de travail de Daniil pendant ces périodes-là, et puis en tournoi aussi, parce que du coup ensuite ça devient le fil continu de notre travail tennistique en tournoi, même si bien entendu encore le fait d'être en tournoi, ça chamboule toute l'organisation et toute la possibilité la disponibilité de travail, que ça soit en temps et en disponibilité mentale du joueur, qui, j'imagine, dans tous les autres sports, c'est la même chose. Plus quand la compète arrive, la disponibilité de travail, elle se réduit vachement, quoi. Donc tu prends par rapport aux difficultés qu'il y a eu et tu travailles là-dessus, quoi. Donc au fur et à mesure, tu construis. Tout à fait. Je te donne un exemple là. En ce moment, on oriente le travail sur le service pour essayer de remettre une dynamique de ce côté-là, qui est un élément capital dans le jeu de Daniil et qui est pas satisfaisant en ce moment. Donc, on va se concentrer là-dessus. Voilà. Ok, trop bien. Et j'ai l'impression que finalement les centres de formation, alors plus les académies, j'ai l'impression en tennis, c'est vraiment une période primordiale pour ces joueurs-là, parce que c'est le seul moment finalement où ils pourront peut-être développer un peu plus qu'à l'âge adulte. Ouais, tu as raison. Même si très vite, ils sont vite dans le tennis, les joueurs, et encore plus maintenant qu'avant, se mettent à voyager pour jouer des tournois, même si c'est pas des tournois de haut niveau, ça reste, je veux dire, le circuit secondaire ou tertiaire, surtout futur, parce que Challenger, c'est encore quand même là, le niveau est quand même très élevé, mais dès les futurs, pour pouvoir rentrer sur le circuit et évoluer, les joueurs voyagent quasiment toutes les semaines, donc ils jouent quasiment, ils sont tout le temps en compétition presque. Et là, ça demande de nous ce qu'on a appelé ce travail-là, le microdosing, le microdosage. En fait, t'as des éléments de travail et il faut profiter de chaque moment où tu es sur le terrain pour le travailler, pour y penser et pas juste taper de la balle et faire un travail vide, si je puis dire. Et donc, les joueurs de tennis pro, vraiment, j'ai l'impression que ça va être les plus talentueux et pas forcément les plus besogneux. Comment ça se passe? C'est vrai que
il y a quand même est-ce que c'est pas comme ça dans tous les autres sports, une notion de potentiel. Quand je dis potentiel, je l'ouvre de manière très large, que ça soit physique, mental, tennistique, qui fait que ce potentiel-là t'ouvre des possibilités élevées pour tout de suite être en haut du panier, en fait. C'est vrai que ça, c'est quand même un élément très important. Voilà. Après, tu peux pas le faire sans le travail. Daniel, j'estime qu'il a un potentiel. Il avait ces potentiels-là dans différents domaines, mais que ça a été bonifié et optimisé par le travail qu'il a fait. D'ailleurs, je prends l'exemple je vais revenir sur un joueur qu'il connaît depuis qu'il est jeune, Bublik, Alexander Bublik. Ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Et je l'ai entendu dire dans une interview il y a pas longtemps, Medvedev, jamais j'imaginais qu'il aurait pu être à ce niveau-là. Quand il était gamin, bon, il jouait bien, mais c'est pas non plus incroyable. Et surtout, il était pas du tout professionnel. Et d'un coup, en un claquement de doigts, il s'est transformé en quelqu'un qui sortait plus, faisait plus le con, s'entraînait 6 heures par jour, en ayant un cadre de travail rigoureux. Donc voilà, ça en dit long parce que tout le monde n'est pas comme ça, clairement. Ouais. Alors, je te posais la question parce que tu as des sports où la phase de préparation est beaucoup plus longue que vous avez en tennis. Ouais. Et effectivement, la capacité de travail, je vais pas dire éteint, mais diminue en tout cas l'écart avec juste les gens qui sont talentueux et qui bossent à peine. D'accord, ok. Et clairement, en judo, j'ai vu des jeunes, je vais pas dire pas talentueux, mais qui avaient beaucoup moins de talent que certains, passer largement dessus, parce que par contre, c'était des bourreaux de travail, quoi. Mais on avait, nous, la planif se prêtait à ça. D'accord. Parce que dans l'année, tu avais, je parle pour des nationaux, donc pas forcément international, parce que là, tu vas rajouter quelques compètes. Sur des nationaux jeunes, tu vas faire les 6, 7, 8 compètes max dans l'année. Ouais. Sur l'année entière. Donc, tu as largement le temps. Et le plus drôle, c'est que c'est très regroupé, c'est-à-dire que ça va être sur 3 mois. D'accord. 4 mois. Et donc, tu peux te dire, bah, ok, on a 4 mois là, mais par contre, on a 8 mois de développement. Ouais. Et sur ces 8 mois, tu pars de J0. Il y a le A talentueux et le B besogneux. Ouais. Au début, le A, il est là-haut, il détruit le B. Et puis, en fait, tu vois que l'écart, il se creuse jusqu'à ce que le B, souvent, passe devant. Ouais. Sauf si, effectivement, le A a ce fameux déclic comme Medvedev et qui passe un cran au-dessus. Et là, il sera irrattrapable. Mais voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Je vois. Tu avais juste du talent ou pas. Je pense que, bon, après, dans le tennis, ça serait pareil. C'est-à-dire que si tu as un talentueux, mais il fait rien du tout, et que tu as un besogneux qui a quand même du talent à jouer au tennis, à comprendre certaines choses, je pense que évidemment il peut rattraper ce qu'on appelle le talentueux. Maintenant, si le talentueux s'entraîne et forcément, voilà, là c'est une question sur le tennis français. Alors, je sais pas si tu pourras y répondre, si tu voudras y répondre, mais le tennis français, ça fait 40 ans qu'il se passe plus grand chose. Il y a quelques athlètes qui sortent, mais qui n'arrivent pas à performer au plus haut niveau. C'est dû à quoi? C'est un système qui fonctionne plus? C'est parce qu'on n'a pas de talent? Alors après, je vais me faire l'avocat du diable pour le coup sur ça, parce que qu'est-ce qu'on appelle pas réussir, pas avoir de joueurs. On a quand même eu, et je peux le dire puisque un gars comme Gilles Simon qui fait partie de notre équipe cette année, toute cette génération là, ils sont quand même arrivés à un sacré niveau. Donc déjà ça pour moi c'est déjà réussir. Après la question c'est est-ce que chacun d'entre eux qui sont arrivés à ce très haut niveau, est-ce qu'ils sont allés au bout de leur potentiel? Ça c'est une autre question. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui ont des qualités, qui sont dans le top 50. Là aussi, c'est qu'est-ce qu'on appelle réussir? Si c'est être top 5 ou gagner un grand chelem, point d'interrogation.
tout le monde ne gagne pas un grand chelem, tout le monde n'arrive pas à top 5. Et ça dépend du fameux talent dont on a parlé, ce potentiel-là, plus une mentalité spéciale. Je sais pas quoi en dire là-dessus. Je repose la question différemment. Vas-y. D'après toi, qu'est-ce qui manque à ces bons joueurs français pour arriver vraiment sur le cran supérieur? Je peux le dire ou pas? Ne pas être français. Ah ouais? Non, je rigole. Alors, pour moi, c'est difficile de parler du tennis français dans la mesure où je me sens à l'écart de ce que je ressens de l'énergie et de la culture française. C'est difficile à exprimer. J'ai toujours été un électron libre. Je n'ai jamais fait partie des instances fédérales ou de ligues. Et ça me va très bien, parce que je pense que de rentrer dans ces systèmes-là, et il y a quelque chose qui, en tout cas moi, me correspond pas. Et je sais pas de quelle manière ce que moi je ressens en étant à l'extérieur a un impact sur le développement d'une mentalité qui va leur permettre d'aller encore plus loin, en fait. Tu vois, je vois chez les pays des Balkans, je sens une rudesse, une dureté. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être souples à certains moments, mais quelque chose de fort que je retrouve pas forcément chez nous en France, dans le tennis, dans tous les sports. Dans tous les sports. Okay. Alors, tous ceux que j'ai pu voir. Ensuite, attention, parce que en tant qu'entraîneur et en tant que personne, j'ai la conviction qu'il faut pas faire comme les autres non plus. Il faut pouvoir respecter qui on est, notre identité. Ça fait partie de notre identité. Il faut gagner avec ça. Maintenant, peut-être qu'il y a des choses à prendre ou à développer de ce qui fait la force chez d'autres personnes, en fait. Et en France, il y a quelque chose qui me gêne. Voilà, en France, il y a une culture, une énergie en France qui me dérange et qui, en tout cas, moi, ne me correspond pas avec laquelle je m'identifie pas, d'ailleurs. Ok. On va s'inspirer plutôt que copier. Parce que je pense pas qu'on puisse faire prendre le modèle de être rude comme les Serbes ou les Croates. On le sera jamais. On est français, donc à partir de là, c'est pas possible. Mais par contre, on peut prendre quelque chose d'eux, en les côtoyant peut-être, en allant là-bas. Voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, à mon avis. Ouais, j'aime bien. Il y a une vidéo de Khabib, Nurmagomedov, qui a été champion de l'UFC, vaincu et compagnie. Et lui est devenu entraîneur maintenant. Ouais. Et quand tu vois les étrangers qui vont sur son camp d'entraînement, ils te disent mais c'est juste pas humain, quoi. Ouais. Et eux sont tranquilles et tout se passe bien. Et pour l'anecdote, tu vois, ces jeunes, la vie qu'ils avaient quand ils avaient 6, 7, 8, 10 ans, bah oui, tu ne peux pas comparer, en fait. C'est juste pas faisable. Je vois très bien. Et c'est peut-être ce boost ou cette intégration dans cet endroit-là qui va aussi leur permettre de développer une zone, une partie d'eux qui ne peut pas être développée ou touchée dans l'environnement, le contexte et avec les gens avec lesquels ils sont. Et c'est ce que je peux ressentir avec le tennis français de l'extérieur. Voilà. Et en même temps, tu vois, un mec comme Daniil, tu parles des sports de combat. Moi, je suis un peu sensible à ça. J'aime boxer et j'aime les valeurs de ces sports-là. Et c'est quelque chose qui m'inspire. Un joueur comme Daniil, je sais que je ne pouvais pas l'emmener dans cette branche-là. C'était pas du tout sa modalité, son envie, et que si je l'avais poussé là-dedans, en tout cas à ce moment-là, bien sûr. Au début, ça lui aurait pas convenu, en fait. Ça ne convenait pas. Okay. Et soit je l'aurais dégoûté, soit je l'aurais cassé, soit je m'aurais dit, écoute Gilles, ton truc, ça m'emmerde, c'est pas pour moi. Et c'était pas son identité, en fait.
Ouais. Par rapport à l'identité, comment est-ce que tu arrives justement à la définir de tes sportifs? C'est vraiment sur de l'échange? C'est des questionnaires? Comment est-ce que tu fais? Bonne question. C'est difficile à décrire. Chez moi, ça va passer par l'observation, des visions. Ouais, je veux dire que j'ai des visions, j'ai des images qui naissent dans mon cerveau et qui me donnent une représentation de, de, de l'identité du joueur. Là, dernièrement, pendant l'US, par exemple, avant le tournoi, on avait cette discussion avec Daniel sur le terrain. À un moment donné, je lui ai dit, c'est ça qui m'est venu comme une évidence. Là, il faut que tu construises comme tu sais, comme tu as déjà fait, je lui ai dit, comme un artiste, comme Salvatore Dali. C'est ce qui m'est venu parce que dans ma représentation, et c'est peut-être complètement faux parce que la peinture et le côté artistique, c'est pas forcément mon truc. Pour moi, c'est quelque chose à Dali, c'est quelqu'un qui est pas conventionnel. Et là, Daniel, il était vraiment dans un mode non conventionnel dans lequel je le sentais avoir besoin d'aller. Et ça lui a parlé tout de suite. Et la mayonnaise a pris tout de suite. Et je me souviens en 2018, quand ça faisait quelques mois que je l'entraînais, c'était à Sydney. Il venait de perdre en challenger au premier tour et on enchaînait sur un ATP Tour, qui est un tournoi plus élevé. Il était qualif et pendant le tournoi, j'ai une vision de son jeu que je n'avais pas eu avant. J'ai eu deux visions en lui disant, tu vois là, Daniel, j'ai perçu ça de ton jeu. J'ai l'impression que t'as deux niveaux deux dimensions de jeu différentes. Et je lui ai expliqué en quoi je voyais que c'était différent, quelles étaient les identités de ces deux jeux, et voir valider avec lui s'il était d'accord avec moi. Et c'est exactement ce qu'il ressentait aussi. Et on a donné des noms à ces deux différents jeux, à ces deux différentes identités de jeu. Et à partir de là, on avait des noms de code sur, OK, là, il faut que tu joues ce jeu-là, ou il faut que tu joues ce jeu-là. Chaque jeu avait un monde à lui-même, en fait. Et moi, en tant qu'entraîneur, ça me permettait de me dire, OK, quand il joue ce jeu-là, il a besoin de développer tels éléments. Et donc, pour développer tels éléments, je vais le faire travailler comme ça, tel coup, telle situation. Pour ce jeu-là, c'est ça. Contre tel joueur, ça va être ça. Dans l'avenir, il faudrait que ce jeu-là, il arrive à tel niveau. Voilà comment ça s'est passé. Ok, génial. C'est rare d'avoir un joueur avec deux systèmes finalement. Il n'en a pas que deux en plus. Ah ouais? Ouais, il peut en avoir il peut en avoir 3, 4. Incroyable. Ouais, il est assez incroyable pour ça, justement. Ok, tu as déjà eu d'autres sportifs, d'autres tennismen avec un système pareil? Non, clairement non. Je me souviens d'un jeune. Alors, j'ai pas assez entraîné longtemps d'autres joueurs pour à ce niveau-là surtout pour être allé suffisamment longtemps de savoir s'ils avaient d'autres systèmes. Mais j'ai des joueurs en tête, des jeunes joueurs en tête, que ça soit un garçon ou une fille, qui avaient des identités différentes et que j'étais capable de bien identifier et de pouvoir d'avoir la même capacité de cheminer avec leur identité comme je l'ai pu le faire ou comme je peux le faire avec Daniel. Ok, génial. Comme on peut basculer sur ça. Quels sont attends, je vais reformuler. Comment on devient performant en tennis à ce niveau-là et qu'est-ce qui est différent d'un niveau peut-être inférieur? Un grand mystère. C'est vrai que c'est un grand mystère. Parfois, je me pose toujours cette question quand je vois sur le circuit des joueurs, un joueur A, ou ne serait-ce que Daniel, et me dire qu'est-ce qui fait que ce joueur ici, là, qui est en qualif, par exemple, et en qualif, n'arrive pas, ou en tout cas en ce moment n'arrive pas à passer les qualifs ou à aller plus haut. Franchement, c'est difficile à dire pour moi parce que c'est peut-être ce dont je parlais tout à l'heure, les différents potentiels, que ce soit physique, tennistique, psychologique, mentaux, qui font que il y en a un qui
qui a plus de capacité que d'autres. Après, il faudrait être, à mon sens, au quotidien avec ce joueur. Je pense qu'en étant au quotidien avec ce joueur-là, je pourrais te donner une réponse plus précise de dire ok, et c'est ce que je chercherais à travailler avec ce joueur aussi. C'est-à-dire là, tu vois, pour atteindre ce niveau-là, il te manque, ou c'est pas il te manque, c'est il faut développer telle chose, travailler de telle manière. Et voilà, enfin voilà, et c'est ce retour en fait, ce serait ce retour d'expérience avec le joueur qui me permettrait de faire la distinction entre là où il est et là où il pourrait être, par exemple. Donc c'est vraiment du cas par cas, et il n'y a pas une entre guillemets recette miracle ou des qualités miracles pour performer à très haut niveau, quoi. Je vais essayer encore de chercher dans mon expérience par rapport à ce jeune que j'entraînais, qui avait un potentiel élevé d'aller très haut, mais malheureusement qui l'a pas fait. C'est un jeune qui s'est blessé, par exemple. Donc quelle est sa robustesse physique? Mais on peut interroger aussi sur la façon dont il a été entraîné à un moment donné aussi, qui a l'a peut-être emmené à se casser parce qu'il n'a pas été entraîné comme il aurait eu besoin d'être entraîné, par exemple. Ensuite, je me souviens aussi de certaines peut-être limites mentales et psychologiques en tant qu'individu, où il pouvait être barré par certaines choses dans la compétition, et qui lui aurait demandé un travail psychologique ou mental qu'il avait commencé à faire, mais qui demande à un moment donné d'être capable vraiment d'aller plus profond ou plus loin, et de se confronter à des choses. Ça, je pense que c'est humain, hein. Et là, quand je dis ça, je vais me mettre moi aussi me mettre dans la boucle. On est confronté à des choses où parfois c'est très difficile, et là, c'est la capacité est-ce que je suis capable d'aller dans cette difficulté pour évoluer, pour quelque chose de plus, ou bien je m'en sens pas capable, ou j'en ai pas envie, sur le registre psychologique ou mental. Ah ouais. Et ça, c'est difficile à exprimer, parce que il faut avoir il faut en être conscient intérieurement. Parfois, t'as des joueurs ou des entraîneurs, tu leur parles de ça, ils pigent pas du tout de quoi on parle. Donc déjà ça. Et puis après, c'est d'être capable de se rendre compte que à tel moment d'un match ou d'un entraînement ou de situation, là, soit tu fais refus d'obstacles, ou là, au contraire, tu es capable d'aller dedans pour toujours un peu plus avancer, même si tu te casses la gueule un peu plus loin, mais en même temps, te cassant la gueule un peu plus loin, tu grappilles un peu plus de ressources, tu crées un peu plus de ressources, et de fil en aiguille, tu arrives à dépasser ça et à casser ton plafond de verre, et puis pour aller encore plus haut, en fait. C'est accepter la part d'ombre de Jung. Je pense qu'elle va aimer. C'est un peu ça. C'est aller là où on n'est pas à l'aise, et la partie de soi qu'on connaît peut-être pas parce qu'on n'a jamais essayé de grappiller un peu, quoi. Ouais, et je pense qu'on est tous confrontés à ça. Après, est-ce que en dépassant ça, tu vas au très haut niveau? J'en sais rien, en fait, parce qu'il y a encore d'autres choses qui comptent pour y arriver. Mais ça, cette chose-là dont on parle, dont Francisca, tu parleras peut-être encore mieux, en tout cas de ta position. Je pense qu'on a tous ça, on est tous face à ça, en fait, pour atteindre ou dépasser nos capacités, notre potentiel. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi, en tant qu'entraîneur et en tant qu'humain. Et je trouve que le sport et le sport de compétition est un super levier pour aller pour s'améliorer et aller chercher ça. Et moi, j'aime ça, en fait. Dans le sport, c'est ça qui me plaît vachement, en fait. Comment améliorer l'humain à travers le sport? Ouais. Moi, ma carrière d'entraîneur et de personne et d'humain, elle a suivi ce chemin-là, en fait. Vraiment. Okay. Elle a suivi ce chemin-là. C'est pour ça que j'ai joué au tennis, et que j'ai joué au tennis avec un rêve presque
inatteignable d'être joueur de tennis pro par rapport à d'où je venais, mais c'est ce qui a constitué mon cheminement en fait, et ce qui fait que je suis l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Vraiment. Ok. Est-ce que c'était dans ton caractère de base de te poser tout le temps plein de questions, ou c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure? En fait, mon caractère de base, et je le dis exprès, tu le mettras peut-être pas dans la caméra, dans l'émission, c'est que là où on est, j'ai un souvenir que quand j'étais gamin, donc j'habitais ici quand j'étais gamin, ma chambre était derrière, et mon école, elle était à 20 minutes à pied d'ici. Et ce qui était très important pour moi, c'est de faire de faire mes devoirs et de faire des bons devoirs. En fait, c'était de faire les choses bien. Et ça a toujours été mon moteur, de faire les choses bien. Je me revois quand j'étais gamin, je devais avoir 12 ans, j'étais dans mon lit, j'avais un test le lendemain, je visualisais le test dans ma tête pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible. Incroyable. Ça, c'est comme si c'était hier, hein. Je me revois dans ma chambre allongée, regardant le plafond. Voilà, ça c'était important. Et en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est de faire les choses le mieux possible. Pourquoi je dis ça? Parce que en voulant faire les choses le mieux possible, quand j'ai décidé d'être joueur de tennis et que je me suis vraiment engagé dans cette voie en quittant l'école, en partant aux États-Unis, eh bien, mon seul fil d'Ariane, si je puis dire, c'était de faire les choses le mieux possible. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à me poser plein de questions pour pouvoir faire une chose mieux. Là, je prends ton exemple, si je devais faire ce que tu fais, c'est pour ça que je te posais cette question tout à l'heure, mais quand tu as commencé, j'imagine que tu savais pas installer ça, mais quand tu as eu besoin de faire ton émission, tu t'es dit, mais peut-être j'ai besoin de lumière, donc tu vas réfléchir, tu vas essayer de toi-même te former pour savoir de quel matériel tu as besoin, puis de savoir t'en servir. Donc c'est toujours faire mieux pour réaliser la meilleure émission possible. Et ouais. Voilà, et bon, c'est ce que j'ai fait dans mon domaine. Ce que j'essaie de faire, et même si je suis jamais assez satisfait. J'imagine que t'es pareil pour toi. Ça nous fait un point commun. Moi, je crois que je revois les émissions et je me dis, c'est une catastrophe. Donc, je dis, non, mais franchement, c'est super. Et moi, je suis, non, c'est catastrophique ce que j'ai fait. Là, regarde, c'est un peu flou, là, le cadrage, là, la lumière, là. J'imagine, je vois très bien. Il y a un tout petit bruit et tout. Et sur le son, je suis très casse-pied. Et j'en discute beaucoup avec ma community manager pour l'anecdote. Et je lui dis, mais non, mais t'entends pas, il y a un petit bruit de fond. Elle me dit, mais non, il y a rien. Et en fait, je me suis rendu compte que les casques que j'ai, c'est des casques de monitoring où tu entends absolument tout. Okay. Mais pour des gens qui écoutent en voiture, sur une enceinte classique, ou des AirPods, t'entends zéro. Il y a rien. Okay. Et c'est nickel. Et moi, je suis là, non, mais il y a un tout petit truc là. Et je passe de la perfection. Ah ouais, je passe des heures à essayer de modifier l'audio parfois, mais et des fois, je fais bon, en fait, c'était mieux au début. Puis avec tout ce que tu as fait, tu dis bon, on va le laisser normal. Donc, j'imagine que ça va être un peu pareil sur les entraînements. Mais ce que tu dis là, c'est effectivement, c'est un point commun dans le sport, en fait, quelle que soit la discipline. C'est pour ça que, en tout cas, moi, en tant qu'entraîneur, j'aime discuter, j'aime m'intéresser à d'autres sports parce que finalement, le tronc commun est le même. Non, mais il y a que l'activité qui diffère. Et moi, ce que j'aime, c'est ce tronc commun, en fait. Ok. Et est-ce que ça te brancherait d'essayer d'entraîner notre discipline? Alors, tu sais quoi? Oui, même si ça serait limité par mon manque d'expérience dans la discipline, ou à un moment presque, il faut l'expert de la discipline, mais je me verrais très bien l'entraîner, conseiller en tout cas, d'autres sportifs, ce que j'ai déjà fait, notamment avec un boxeur, parce que je boxe un petit peu. Donc là, pour le coup, je peux avoir la sensation ou la connaissance de la discipline, même si je me considère pas du tout expert dans le domaine. Mais du fait que je suis entraîneur, avec ma vision d'entraîneur, je suis persuadé que oui, je peux accompagner d'autres sportifs dans d'autres disciplines, mais pas sur la discipline en elle-même. Plutôt sur tout ce qui est la mentalité ou l'approche de l'entraînement. Et je pense peut-être que je serais même, je le dis comme ça, c'est peut-être prétentieux, meilleur que certains autres entraîneurs de la discipline dans la mesure où, comme tu as dû le voir aussi, tu as des entraîneurs qui, en fin de compte, ont un mode de fonctionnement qui est
ce que j'appelle, c'est du bourrinage en fait, et ça me correspond pas du tout. Et t'as tous les athlètes, t'as des athlètes qui ont besoin d'être poussés comme ça, mais t'en as tellement d'autres qui ont besoin d'autres subtilités pour être bien entraînés. Et je pense que le bourrinage a une limite en fait. Ouais. Je pense que c'est même une faiblesse d'être dans le bourrinage en permanence. Voilà. Et donc oui, je pense que je pourrais, en tout cas, conseiller. Peut-être pas entraîner, mais conseiller et apporter des choses. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça, c'est moins prétentieux. Apporter des choses à d'autres athlètes dans d'autres disciplines. Ouais. On discutera d'un projet en off. Ça me plaît. Est-ce que toi, il y a des thèmes que tu aimerais aborder dans l'émission? Des choses qui te tiennent à cœur d'échanger avec d'autres entraîneurs qui font peut-être ta spécialité? Qu'est-ce que j'aimerais aborder? Là, il n'y a rien qui me vient. La prépa physique, c'est toujours un sujet que j'adore. Même il y a certains moments, je me dirais, je pense que quand je voudrais plus être entraîneur de tennis, j'aurais envie de devenir préparateur physique à part entière. De repartir de zéro, évidemment, parce que c'est un métier à part entière, et avec des jeunes, pour avoir le sentiment que je peux faire ce métier, en fait. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui ça se fera ou pas, je sais pas quelles seront les opportunités qui naîtront dans ma vie, mais c'est quelque chose qui pourrait me brancher si ça arrive. Et en tout cas, je me donnerai de la même manière que je me donne dans le reste. J'essaierai de progresser, d'être le meilleur possible, et voilà, sans dire que je serai au haut niveau ou pas, j'en sais rien, je peux pas le savoir. Tout à l'heure, tu as abordé un point qui nous fait un point commun de plus. C'est le fait que tu tiens des carnets d'entraînement. Ah oui. Ah ouais. Pourquoi le faire sur des carnets et pas sur ordinateur? Alors, ou sur un autre module? Tout à fait. Ça, c'est une très bonne question, et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Déjà, je fais les deux. Maintenant, je fais les deux. Ok. Même si, et les deux sont indissociables. C'est-à-dire que je peux pas du tout abandonner mes carnets. C'est impossible. J'ai essayé de me mettre entre guillemets au goût de, tu sais, ton iPad il peut faire ci, ton téléphone il peut faire ça, c'est magique, c'est génial, t'as plus besoin de te faire chier, zéro. Ça a des bonnes fonctions, des bonnes utilités, mais le cahier reste, c'est le compagnon que t'as dans ton sac, avec un stylo, t'écris comme tu veux, t'as pas de limite dans l'expression de ton écriture et donc de ta pensée. Donc c'est pour ça que je continue d'avoir un cahier. Un cahier où je prépare mes séances. Alors ça, pareil, je l'ai toujours fait depuis que je suis... déjà quand je jouais, pour moi en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, j'ai toujours préparé mes séances la veille pour avoir une trame de ce que sera ma séance et faire un feedback de la séance pour avoir une continuité de séance en séance. Et c'est un besoin. Je sais que c'est un besoin. Si je le fais pas, il me manque quelque chose. Pour la petite anecdote, je me souviens quand j'ai commencé, j'ai entraîné ma première mission d'entraîneur, elle date de 2006 ou 2007. J'étais parti à Lille entraîner une jeune joueuse de 13 ans. Et la personne à l'époque qui était une personne référente pour moi pour le coup, dans l'entraînement, j'ai quand même eu une personne qui représentait quelque chose dans l'entraînement. Je lui expliquais que je préparais toutes mes séances, etc. Et je me souviens d'un moment que cette personne me disait mais non, mais il faut pas faire ça comme ça, c'est trop entre guillemets rigide, et dans ma tête je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Ok, j'entends que je peux pas faire une séance d'entraînement telle que je l'ai écrite, même si au début quand t'es jeune entraîneur, t'essaies de t'appuyer sur quand même quelque chose de structuré, et donc tu peux penser que attends, j'ai prévu cet exercice là, le deuxième celui-ci, le troisième celui-ci, on doit suivre cette route là. Évidemment, ça se passe pas comme ça. Ce serait trop beau. Voilà, ça serait trop. Alors, je sais pas si ça serait trop beau justement. Au contraire, à l'époque, je peux pas dire que je fonctionnais comme ça, mais je me souviens des mots de cette personne et j'avais l'impression que c'était mais non, il faut pas faire comme ça parce que lui ne faisait pas comme ça, il faut pas faire comme ça. Oui. Et aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai pas changé de mode de fonctionnement parce que c'est celui qui me correspond. Évidemment,
comme je dis, je fais pas exercice 1 plus exercice 2 plus exercice 3. J'ai une trame qui dirige ma vision de ce que pourrait être l'entraînement. Mais par contre, ça part dans d'autres chemins parce que aujourd'hui, l'histoire de l'entraînement, c'est pas ça. Par contre, dans ma tête, j'ai une direction de ce que je veux travailler et je fais en sorte de faire travailler ce que j'ai prévu parce que c'est les besoins du moment. Mais par contre, ce qui est génial, c'est de pouvoir sortir de la route et de sentir que tu es à l'aise de sortir de la route et de créer en même temps que tu sors de la route et de t'appuyer sur ce que l'énergie ou la mentalité du joueur ce qu'elle est aujourd'hui et de t'adapter à ses besoins du jour. Ça, franchement, en tant qu'entraîneur, d'arriver à ça, c'est assez jouissif de sentir ça, en fait. Tu te sens libre. Je me sens libre quand c'est ça. Et Daniel est c'est un bon public, Daniel, parce que avec ce côté un peu feu ou feu follet ou artiste qu'il peut avoir, il m'oblige souvent à aller là-dedans, quoi. Ouais. J'ai eu la même chose quand j'étais jeune entraîneur. Pareil, toutes mes séances c'était planifiées à la virgule près. Et j'ai déjà raconté cette anecdote, mais en gros, j'étais stagiaire, je crois. J'étais pas apprenti, j'étais stagiaire dans un club de judo. Et le mec me cache l'horloge. Il me dit maintenant tu te débrouilles. Ouais, il me fait ça, je comprends pas. Et en fait, je fais même pas un quart de la séance qui est prévue. Ouais. Parce que je me suis perdu dans les explications, je savais plus, complètement perdu. Il me dit, bah maintenant tu vas essayer d'apprendre à t'adapter. J'ai dit ok. Il m'a fait plusieurs fois le coup. Après, j'arrivais à me cadrer sur le temps. Et après, il me dit ok sur les exercices. Et d'un coup, il me dit, bah, hop, au moment de passer à l'exercice 3, il me disait, bah, ok, tu changes ton exercice 3. T'es Tani, tu vois, moi qui suis un peu rigide sur certaines choses. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis maintenant, mes séances de prépa, bah, ouais, je sais que je vais faire ça. Et puis, bah, je vois au visage quand la personne elle arrive que elle va être un peu moins dispo ou un peu plus que ce que je pensais. Ok, bah, ce sera pas 4 blocs, ce sera 3. Et puis, on va pas faire ça parce que ça va trop taxer nerveusement. On va faire ça, on va faire ci, on va... Et finalement, tu regardes la séance que tu avais prévue, celle que tu as faite, et tu dis, en fait, c'est plus du tout pareil. Ouais. Parce que, bah, on sort de la route, comme tu dis. J'allais justement te poser la question avant que tu donnes certaines indications dans ton retour. C'est est-ce que t'étais entraîneur de judo à ce moment-là ou c'était préparateur physique? Alors, ou c'était où t'as revécu la même chose dans la prépa physique? J'ai revécu la même chose dans la prépa physique. Okay. L'exemple que je donnais, c'était sur vraiment du judo, spé judo. Mais en prépa physique, ça a été la même chose. C'est la même chose. Je suis lancé dans la fosse au lion sur le pôle France en judo. L'année précédente, j'étais justement prof de judo prépa physique d'un club sur Lyon. Saison qui s'était plutôt bien passée. En fait, on me dit, bah voilà, tu vois là, il y a 20 mecs et filles d'ailleurs, à défaut de langage. Et ils me disent, bah en gros, occupe-les, quoi. Ok, alors toi, t'as quoi? T'es cassé la cheville, toi l'épaule, toi le truc, machin, toi t'as ci, toi t'as ça. Et là, sur le moment, j'ai 20 jeunes qui me regardent autour de moi et qui disent, bah on fait quoi? Alors, les 2 chevilles, vous allez commencer, vous allez bosser ça, toi tu fais ça, toi tu fais ci. Et en 10 minutes, j'ai dû faire 10 séances différentes vite sur l'ordi. Leur donner, parce que là, tu peux moins individualiser sur un groupe de 20, c'est bien sûr, effectivement. Mais, alors, je grossis le trait, mais les 20 chevilles, vous allez faire ça, les 20 épaules, vous allez faire ça. Et puis, la séance suivante, je dis, je vais avoir une fois, pas 2. Et puis j'arrive, et là, il n'y en a plus que 10. Encore différent. Alors, c'était les mêmes, mais il y en a certains qui étaient repartis sur le tapis, d'autres qui étaient absents, d'autres... Ah, tu dis, mince, j'ai prévu 20 séances. Et il y en a qui disent, bon... Adaptation. En fait, voilà, au fur et à mesure, en quelques semaines, quelques mois, t'arrives et tu dis, ok, eux, je sais que sur le long terme, je les ai, donc je peux prévoir quelque chose. Et je savais que je les avais 1 à 2 fois par jour. Et il y en avait toujours qui tournaient. Parce que à l'entraînement d'avant, il y en a un qui s'est pris un énorme hématome sur le tibia, sur le genou. Pour éviter d'aggraver, on va le sortir le temps que ça cicatrise. Et puis, on avait des petits bobos comme ça qui faisaient des passages fulgurants en prépa en réathlé. Et là, tu dis, ok, bah, ces personnes-là, j'avais un groupe de 70, t'es obligé de connaître les 70. Donc, pendant les séances de réathlé, moi, c'était des séances d'1 heure, 1 heure et quart. Le judo, c'était 1 heure et demie, 2 heures. Ouais. Bah, sur la fin, je regardais
Alors l'avantage, c'est que j'étais judoka, donc Ouais. je voyais très bien les styles, je voyais les qualités de chacun. Et ça, c'est quelque chose que je notais dans des petits cahiers. C'est rigolo. Je les ai encore d'ailleurs. Et je disais, par exemple, Alexia, c'est ça, Charlotte, c'est ça, Thomas, c'est ça, Alex, c'est ça. Il est dominant de vitesse, il va être fort, lui il va prendre la garde derrière, lui devant, lui il tourne de ce côté-là, lui de l'autre. J'avais cartographié ces 70 jeunes, mais en quelques séances, tu vois, ça allait très vite. C'est là où t'es content de venir de la discipline, parce que si demain je dois faire ça en tennis, je pleure, je pense. Mais comme tout, mais ça se fait. Comme ça, en fait. Ça se fait. En fait. Je galérais moins que ça, d'ailleurs. La morale de toutes ces histoires-là, c'est que, au final, en tout cas, au niveau de notre cerveau, on n'aime pas que je dise cerveau, Francisca, mais si au niveau de notre état d'esprit, on se bloque pas, on se limite pas, qu'est-ce qui va se passer? On va s'adapter, on va progresser. Et alors, il y en a qui le feront plus vite que d'autres, certainement, ou d'autres qui auront besoin d'être accompagnés ou de pouvoir être conseillés. Enfin, il y aura différents moyens d'y arriver pour chacun, mais au final, on y arrivera, en fait. Complètement. Et ce que tu dis là, par contre, tu vois, moi, toi, là, tu parles de ton expérience avec 20 jeunes ou 10 jeunes. Aujourd'hui, moi, et en tant qu'entraîneur tennis, de toute façon, on se retrouvera jamais dans une situation avec 20 ou 10 jeunes. Mais là, je gère qu'un joueur. Avant, je gérais 4, 5, 6 joueurs. Ça a pu m'arriver quand j'étais dans le centre que j'ai co-créé. Et c'est comme ce que tu dis, c'est-à-dire j'avais un cahier par joueur, en fait, où je répertoriais tout ce que je pouvais voir, tout le travail que je pouvais faire, ce qu'il avait fait, enfin voilà, pour avoir des traces, pour m'appuyer sur quelque chose qui puisse me permettre de le faire progresser, de faire les meilleurs entraînements possibles, voilà. Non, mais c'est clair. Je sais que sur ces 70 jeunes, après, quand t'en avais qui venaient pour de la bobologie, vu que je connaissais plus ou moins son profil et que j'avais souvent observé ce dont il manquait, ou en tout cas ce que moi j'avais analysé qui manquait, ou alors je discutais avec des entraîneurs et je disais, ok, bon, t'es là pour 2 séances, 3 séances, ok, on va profiter pour essayer de bosser un peu ça. Mais vraiment dans le style. Donc en fait, alors, on a réussi à réduire le nombre de blessés après avec le temps, mais quand j'avais 10 jeunes, les 10 avaient leur séance. Ouais. Il y en a pas un qui faisait la même chose. J'allais te demander justement, ce qui est pas évident, parce que d'un côté, là, ce que tu décris, cette adaptation dont tu as dû faire preuve, qui est une qualité pour pouvoir animer la séance, au final, pour le haut niveau, en tout cas, ou pour la formation, à un moment donné, si tu veux faire du bon boulot, tu peux pas juste être dans l'adaptation en permanence. Ça, c'est ponctuel, c'est une qualité qui te permet de te sortir de certaines situations. À un moment donné, tu as besoin de programmer, tu as besoin que chacun, comme tu dis, ait sa séance, et que même en plus que l'athlète puisse sentir que je travaille ça et je vois le lien qu'il y a pour mon judo, pour mon tennis ou pour ma boxe. Et pareil, l'avantage d'avoir été prof de judo avant d'être prépa physique dans le judo, c'est que, par exemple, je te prends le cas d'un jeune que j'ai eu pendant plus de 3 mois pour un hématome. Hématome énorme au niveau du genou qui est descendu. En fait, il peut tout faire, à part se prendre un coup dans la jambe. Sauf que sur des phases techniques ou des combats, tu peux pas le mettre dans la fosse au lion, parce que à tout moment, ça aggrave. Par contre, moi, je peux très bien mettre le Kim. On avait la chance d'avoir la salle de muscu autour du dojo. Et plusieurs fois par semaine, il y avait ce qu'on appelait des entraînements de masse, où vraiment ça se faisait ailleurs que chez nous, que sur ce dojo-là. Et donc moi, tous ceux qui étaient pas trop limités, ou j'ai n'importe quoi, qui avaient un problème d'épaule, on leur faisait remettre le Kim, et on leur disait, venez, on va faire un peu de judo. Adapté, mais on fait un peu de judo. Donc eux, ils ont la banane jusqu'ici parce qu'ils sont déprimés d'être blessés. Et en même temps, tu vas travailler potentiellement des choses techniquement, il a jamais pris le temps de faire ou jamais imaginé. Parce que là, il a pas le choix. D'habitude, tu fais ça avec le bras droit, tu t'es cassé l'acromio, il faut aller le faire avec le bras gauche pour tester. Et parce que ça, c'était pas fait. C'est-à-dire, je vois très bien quand tu j'ai mal là, et la première chose, maintenant j'ose espérer, je pense que ça évolue, c'était la première chose, c'était je peux rien faire. Comment ça tu peux rien faire? C'est ici que t'as mal, il y a tellement d'autres possibilités. Avant que j'arrive sur le pôle, les blessés, moi j'avais vu en tant qu'externe, c'était il y a les machines de muscu, quoi. Occupe-toi.
Enfin, je tire à peine le trait, mais c'était vraiment ça. Ils avaient aucune prog, rien. Sauf si vraiment tu faisais partie de l'élite, où là, l'entraîneur, il allait passer 10 minutes pour te faire une prog. Mais sinon, il y en a 60 autres. Hein. C'est pas toi, c'est un autre. Ouais. C'est méchant à dire, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, je suis parti du Pôle France. Je sais que j'ai pas été remplacé. En tout cas, pas que je sache. Donc, comment c'est aujourd'hui, je sais pas. Les entraîneurs, je pense à Romain Buffet, sont éveillés à ça. Donc, je pense qu'ils les laissent pas complètement libres, mais ils pourront jamais adapter comme moi je faisais parce que j'avais un poste temps plein et je bossais 60-70 heures semaine pour faire les prépas de tout le monde. Donc, c'était. Je vais te demander, et pour toi, qu'est-ce qui engendre que toi tu le faisais et d'autres le faisaient pas? Ben, quand je suis arrivé sur le Pôle France, il y avait un entraîneur masculin pour 35 gamins, un entraîneur féminin pour 35 filles. Point. Et à un moment donné, tu peux pas, en plus de ça, gérer les séances de prépa, sachant qu'ils sont même pas forcément formés dessus. Ouais. Après, tu vois, moi, j'ai envie de te dire autre chose. Là, quand tu le décris, ce que tu décris, c'est que, il faut que l'entraîneur, même s'il a pas assez de bras, entre guillemets. C'est clairement il y a ça. Mais toi, t'avais pas assez de bras, hein, à un moment donné. Mais t'avais envie de le faire. Donc, tu t'es décarcassé, tu t'es démultiplié par passion. Le faire. Par passion. Passion. Mais c'est ça qui fait la différence. Et donc, tu vas trouver des ressources, ou des connaissances, pour pouvoir ou des moyens pour pouvoir quand même le faire. Ouais. Donc, à la base, c'est aussi ta motivation. Je pense que c'est la période où j'ai le plus appris parce que, les entraîneurs avec qui je travaillais, ça se passait très bien. Donc, on échangeait beaucoup. Moi, je posais énormément de questions parce que j'étais un peu curieux. On avait un kiné qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui a plus de 20 ans de plus que moi, hein, et on se voit tout le temps. Et il m'a appris énormément de choses, mais pas forcément sur des protocoles kiné. Parce que lui, il venait 2 fois par semaine, et il me disait, voilà, là, il faut qu'il bosse tel truc. Et donc, je mettais en place des exos, et je lui montrais, il me disait, oui, non, là, tu aurais peut-être dû faire ça, ou là, il faudrait faire ça. Et il m'a appris vraiment un cheminement intellectuel pour comprendre un petit peu ce qui se passe quand tu es blessé et comment tu reviens vraiment sur de l'opérationnel. Et après, sur cette période-là, j'allais beaucoup questionner d'autres entraîneurs, d'autres prépas physiques, parce que je sortais de diplôme, je savais rien, voilà. Et je voulais comprendre. Je me disais, mais purée, il y a des choses qu'on m'a appris en cours, je comprends pas, je suis pas d'accord, pas sensible à ça. Tester les gamins sur des force max et compagnie, pour moi, c'est une perte de temps. On va tester, oui, en début de saison, sa force max, mais par exemple, je prends un squat. C'est bien, tu fais 100 kilos en squat. En fait, on s'en tape, parce que dans ton judo, ça te sert à quoi? À rien. Ouais, ça, c'est toutes les remises en cause de la façon de faire, de prépa physique, c'est ça qui fait qu'évoluer, en fait. Heureusement. Ouais. Et en fait, moi, je suis très vite rentré dans un système qui, moi, me correspond parce que j'ai appris à travailler autrement, mais je teste quasiment jamais. Méga, quoi. Je vais travailler beaucoup sur de l'adaptation le jour J, par rapport à ton niveau de forme, est-ce que tu es capable de faire? Parce que tu peux être très en forme, mais la tête ailleurs. Et donc, ce jour-là, je ne suis pas capable de produire. Ouais. Donc voilà, c'est englober pas mal d'aléatoires, on va dire ça comme ça, de paramètres. Et dire, voilà, je compose avec la partition que j'ai aujourd'hui, qui correspondra peut-être pas à ce que j'avais programmé, mais en fait, c'est très bien aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est là ce dont on parle sur l'entraînement, sur cette façon d'entraîner, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de créer des formations comme ça pour les entraîneurs, parce que ce dont on parle là, je me pose la question là, nous, on l'évoque par rapport à notre expérience et notre réflexion. Combien d'entraîneurs sont conscients de ça? Je pense beaucoup, honnêtement. Et dans les formations, est-ce que, je sais pas quel genre de formation d'entraîneur il existe, finalement, est-ce que ce chapitre, par exemple, ce côté invisible qui se passe sous nos yeux dans une séance, est-ce que ça fait le thème de chapitre ou de thème de formation? Je me pose la question. Pas à ma connaissance. Ça, c'est des expériences, c'est des retours de terrain. C'est ça. C'est vraiment, c'est pas, tiens, pour apprendre je prends un exemple dans le tennis, pour apprendre à faire un coup droit, ou la technique du coup droit, ça doit être ça. Ok, ça, c'est bien. C'est une dimension de la formation ou de la connaissance. Et déjà, même ça peut être remis en question. Mais par contre, le fait de
savoir entraîner ou entraîner, qu'est-ce qu'il y a dans l'entraînement, qu'est-ce qu'il y a dans une séance. Ce dont on parle là, il faut le vivre pour je pense. pour le comprendre ou le sentir. Ça, moi, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur de judo. J'étais pas d'accord sur toutes ses méthodes, mais une chose que j'adorais et que j'ai complètement copié de lui, c'est de dire, ok, il était très très bon en péda. Il disait, voilà, par exemple en judo, on a les immobilisations au sol. Ouais. Et que ce soit avec les gamins, les ados, les adultes, il avait la même approche. Le vocabulaire était différent, mais globalement la même approche. C'est dire, ben voilà, le mec, on commence sur une situation, il y en a un qui est sur le dos, position de faiblesse, même de perdant. L'autre doit le maintenir. Vous faites ce que vous voulez, vous avez 30 secondes pour sortir. Tu le tiens comme tu veux, tu sors comme tu veux, tu fais ce que tu veux tant que tu lui crèves pas les yeux, t'as le droit. Et ça produit de la créativité. Ouais. Et par exemple, je prends un exemple chez les enfants, c'est un peu plus parlant. T'en as un qui, instinctivement, va venir, hop, coiffer le bras et verrouiller le bras. Hop, arrêtez tout. Remonte ce que tu viens de faire. Bam, vous avez vu, il capture le bras. Ben ça peut être une solution. Pas la solution. Et puis t'as un autre qui va capturer la jambe ou qui va se mettre devant, derrière. Et à chaque fois, il mettait en lumière l'enfant. Il allait dire, regardez, ça c'est bien. Donc, le gamin, il est stimulé parce qu'il est content d'avoir été montré en exemple. Il n'a pas enfermé des techniques dans un cycle droitier, gaucher, où je tiens ci, je fais ça. Et qu'est-ce qui est important? C'est que le gamin, il apprenne, il s'amuse, il crée de l'expérience, la fameuse zone d'ombre, et qu'il ressorte fier de lui, donc il a encore envie de produire d'autres choses, et ça stimule tous les autres à créer quelque chose. Et c'est utiliser l'émulation du groupe pour créer de la technique et de la pédale. Et j'ai complètement perdu le fil. Oui. Et donc moi, je lui ai piqué ça, c'est-à-dire que même en prépa et en judo, pareil, je vais te dire, ok, on fait un squat. Voilà le squat, c'est tu mets la barre sur le dos, pour dire ça très très brièvement, et tu viens t'accroupir et tu remontes. Et tu poses ta barre. Voilà, le critère de sécurité, fais attention juste à ça, c'est ça. Fais ton squat. Mais moi, vraiment, je suis pas le mec qui va te dire, les pieds, c'est à 10h10, c'est tel écartement à tant de millimètres, tant de trucs, tant en épaule, tant bras, tant... Fais. S'il y a quelque chose qui, moi, me paraît dangereux, je modifierai. Tu vas corriger ou... Voilà. Et tant je vais voir quelque chose chez toi, je dis, mais mince. Tu vois, au Pôle France, je faisais squatter les jeunes avec un pied devant, un pied derrière, des fois. Alors, pas en fente non plus, mais avec des décalages. Et puis, des fois, tu vas remonter sur une jambe, et puis tu vas faire ci. Tout simplement parce que c'est des choses que j'ai vues sans faire exprès, et que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, en fait, d'aller casser ces règles-là, quoi. Et justement, j'allais te poser une question. C'est ça, là, ce que tu décris de ta façon de faire. Tu l'as découverte au fur et à mesure de ta profession et le contact avec d'autres personnes, ou bien tu t'es formé quand t'as passé ton BE, j'imagine. J'ai passé alors un CQP parce que j'étais sur une année où le BE n'existait plus en judo, ils sont en train de réformer, mais c'était l'équivalence BE, c'est les mêmes examens. Et j'ai passé un master STAPS après, en prépa physique. D'accord, prépa, ouais, bon ça c'est classique, mais je veux dire en tant qu'entraîneur de judo. J'ai un diplôme de base chez Base. Ok, et parce que là je te pose cette question parce que ce que tu décris là me paraît être finalement c'est de la découverte de terrain et par rapport à ta sensibilité et ta vision de l'entraînement, de l'humain, etc. Ça me ramène moi j'ai passé le BE tennis par exemple, je l'ai passé comme je dis 2 jours montre en main en touriste et j'ai pas suivi de formation, j'ai jamais eu de formation d'entraîneur à la Fédé, et heureusement que j'ai pas passé de formation. Alors dire ça peut paraître dingue, mais parce que et peut-être qu'il peut me manquer des éléments je vais dire ça comme ça, de pédagogie ou de connaissance dans la technique, apprendre telle technique. Mais je veux dire heureusement parce que j'ai pas eu de canevas qui m'a formaté et j'ai toujours entraîné comme je suis en fait, comme je vois les choses, avec ma sensibilité, mon ouverture, et quand je me sens bloqué, je vais essayer de rechercher, de comprendre, de questionner, et pas m'appuyer sur tiens, le mec de la Fédé qui fait passer les formations BE ou DE depuis 40 ans, il explique qu'il faut faire un coup droit comme ça, un revers comme ça.
qu'est-ce que j'en ai à foutre? En fait, j'en ai rien à foutre parce que là, il me parle de faire un coup droit, mais en fait, tout le monde est différent. Daniil Medvedev, tout le monde, quand j'ai commencé à l'entraîner, ouais, il faut que tu changes son coup droit, il faut que tu Je me suis jamais occupé de ça. Je me suis jamais occupé de ça, presque. Enfin, bien sûr que j'ai travaillé des choses, mais pas comme on pouvait le dire. Il fallait presque lui changer. Les gens confondaient la technique avec l'esthétique, en fait. Enfin, la biomécanique et l'esthétique, c'était que pour eux, notamment les Français, ça leur convenait pas dans leur regard le geste que faisait Daniil Medvedev. Moi, la première chose que j'ai vue, c'est que quand j'ai commencé à entraîner Daniil, il s'entraînait souvent avec Raonic. Raonic, à ce moment-là, il devait être encore dans les 10. Il a été 3 mondial et il était encore plus fort que Daniil à l'époque. Quand il faisait un coup droit, presque il accrochait le grillage derrière. Et là, je me disais, mais tout le monde me fait chier. Tout le monde fait chier à parler du coup droit d'un tel parce que il a une grande gestuelle. Bah oui, il a des bras d'1 mètre 10. Comment tu veux avoir un geste court quand tu as des bras qui font 1 mètre 10? Explique-moi. Faut couper quel élément du bras? Et je voyais Raonic, il accrochait le grillage. C'était son meilleur coup. Personne parlait du coup droit de Raonic. Je me dis, mais en fait, tout le monde confond, Tout le monde confond l'esthétique et la réalisation biomécanique et l'efficacité biomécanique. Voilà. Ouais. Je partage ton avis à 100%. Oh là là, ça c'était voilà ce que je peux témoigner de mes expériences, notamment avec le tennis français et la vision du tennis français. Ah, mais je suis d'accord. En fait, on parle là de sport de performance. Ce qui est important, je pense, ça reste mon avis, mais c'est la finalité. C'est pas comment tu fais le coup droit. Est-ce que ton coup droit est efficace? Il est efficace, ok. Deuxième question, c'est est-ce qu'il est dangereux pour toi à terme? S'il est dangereux, ça c'est un paramètre. On peut modifier certaines choses. S'il l'est pas, moi je m'en fous que tu fasses le coup droit avec la raquette sur la tranche, tant que tu me le mets. Moi, si j'avais un peu cette approche-là en judo, parce que pareil, moi j'ai fait donc formation fédérale et on te dit, et encore, je pense que j'ai eu des formateurs qui étaient dans l'ensemble très bons là-dessus, parce que prof DPS depuis 30-40 ans, qui ont de la bouteille, qui ont beaucoup réfléchi. Okay. Mais on nous le disait souvent quand tu avais un prestataire technique qui venait te montrer comment on fait telle ou telle technique. Tu dis voilà, la main elle est là, l'autre elle est là, ma jambe elle est comme ci, ma hanche elle est comme ça, et il te montre, bam, c'est magnifique. Ouais, sauf que moi j'ai des gens qui font 30 cm de plus que toi, ça marche pas. Des bras pareils, et que moi quand je place, ma hanche au lieu d'être en dessous de sa ceinture, elle est au niveau de son torse. J'exagère, tu vois. Je dis c'est pas possible. Je peux pas. Mais fléchi. Et là, je suis fléchi à bloc et je suis mobile, tu vois. Je dis, mais là, je peux produire aucune force. Ouais, non, mais. En fait, cette expérience-là m'a beaucoup marqué, où je me dis, en fait, le mec, il a rien compris. Et pourtant, c'est un haut gradé. Il a rien compris, il a pas cherché à comprendre. Ouais. En fait. Et, autre exemple, je passe un examen blanc sur, justement, ce fameux diplôme avec un pote à moi. Et 3 jurys, 3 hauts gradés. Et j'ai une prestation technique à faire sur une technique, pour les connaisseurs, qui s'appelle Ouchigari. Donc, c'est un fauchage à l'extérieur où tu passes la jambe entre les jambes et tu fais tomber derrière. C'est quelque chose que je faisais beaucoup en compétition et que je sentais bien. C'est vraiment un truc que j'y arrivais très bien. Et je fais ma prestation technique avec mes fins de confusions, les trucs, machin, enchaînement, à droite, à gauche. Je vais devant le jury. Il y en a un qui est derrière, qui me fait genre un signe du doigt, qui me dit genre nickel. L'autre qui me dit parfait, y a rien à changer. Et l'autre qui dit ah non, moi je suis pas d'accord, ce que t'as fait c'est pourri. Et je dis ok, je l'entends, pas de souci. Pourquoi? Et il me dit parce que ton pied d'appui, il doit pas être vers le mec, il doit être ouvert. Ok. Et je lui dis moi si je le mets ouvert, je me fais contrer. Et il me dit non, j'ai passé mon 6e ou 7e dan, je suis plus sur ça, je peux te garantir que c'est comme ci, c'est comme ça. Et je suis un peu joueur. Je dis, ok, montrez-moi. Et en fait, il me fait son outil avec le truc. Juste, je tire. Et en fait, c'est lui qui se retrouve sur le dos. Donc, en gros, j'ai raison. J'avais 19 ans, je crois. J'étais un peu testard, comme on dit. Le mec a pété un câble. Et les autres morts de rire parce qu'ils savaient très bien qu'il faisait de la merde. Mais toi, peut-être que ça a fonctionné à une époque parce que tu avais peut-être une garde particulière, etc. Là, déjà, sur moi, t'as pas réussi. Peut-être que c'était un coup de bol, j'en sais rien.
Mais moi, je sais que si je fais ça, je me fais décoller Ouais. et j'enlève l'étoile d'araignée. Ouais, toi, tu avais l'expérience C'est pas de la possible. compète du terrain. Peut-être. Et après, j'imagine Peut-être, que dans tu vois. le judo, les grades, et encore plus j'imagine dans le passage d'examen, c'est très codifié, non? Alors, mon avis, Ouais. ça n'engage absolument que moi. Moi, le système de grade m'intéresse pas Ouais. vraiment. J'ai passé mon deuxième dan ceinture noire parce qu'il fallait pour être prof de judo. C'est tout, ouais. Sinon, je m'en foutais complètement de la ceinture. Ça limite vachement, non? Et- J'ai l'impression que c'est... Non, Non. en fait, tu vas avoir une partie. Je veux pas te dire de bêtises parce qu'il me semble que ça a changé là. Mais à l'époque, jusqu'au 4e dan, tu avais une partie compétition et une partie kata, technique, D'accord, ouais, arbitrage, etc. Donc un peu plus théorique. Ouais. Et maintenant, ils ont rajouté des prestations techniques. Ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et pour ceux qui voulaient pas faire de compète ou qui pouvaient pas, il y avait des prestations techniques qui étaient beaucoup plus compliquées et complètes. D'accord. Très intéressant. Des puristes, là. Ouais, ou des gens qui vont avoir un handicap ou Ah, ok. qui ont pas du tout l'âme compétiteur et que ça terrorise, ben, on te donne la possibilité d'avoir le même grade Ok. en faisant d'autres choses. Par contre, c'est un peu plus complet. Je vais pas dire compliqué, parce que c'est pas très compliqué, mais c'est plus complet. Et après, quand tu montes sur le sixième dan, 5e, Ouais. 6e dan, là, tu passes devant des jurys. C'est centralisé au National sur Paris. Ok. Et je vais le dire comme ça, je me ferai pas que des années, c'est pas grave, mais il faut un peu se faire bien voir par la Fédé pour D'accord. rester très politiquement correct. Ok. Et il faut aller serrer les bonnes mains, etc., pour être sûr que les examens, ils seront bien, Ok. bien réussis. C'est la zone sympa, là. C'est la zone marrante. Voilà. Ok. Et en fait, alors j'ai du respect pour certains hauts gradés. Énormément de respect. C'est des gens qui ont dédié leur vie à ce sport-là, mais et un respect mais éternel à ces gens-là. Mais t'en as d'autres qui veulent juste leur ceinture blanche et rouge du 6e dan et se pavaner avec. Ok. Et il y a beaucoup de hauts gradés que je respecte énormément, qui en fait, quand ils sont sur un tatami, hors cérémonie officielle où ils sont un peu obligés de porter cette ceinture-là, ils ont leur ceinture noire normale. Ouais. Parce qu'ils te disent, je suis toujours ceinture noire, 6e dan. Mm. La ceinture blanche et rouge, c'est honorifique, mais stop. Et souvent, eux, ils ont compris quelque chose de plus profond et techniquement, généralement, des noms que j'ai en tête, incroyables. Mais t'en as d'autres où c'est plus limité. Et ils se sont juste contentés de bosser des katas et faire des prestats techniques qui sont, je vais pas dire faciles, mais c'est pas très compliqué pour quelqu'un qui fait un peu de judo, quoi. Ok. Donc, voilà, ce système est un peu biaisé. Donc, voilà. Le tennis, ces formations fédérales, je peux pas dire, j'ai jamais fait. Donc, Ouais. En judo, il y a beaucoup de choses. Déjà, moi, à l'époque, je te parle de ça, c'était je crois que j'ai passé en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. Ouais, donc, j'avais 20 ans. Donc, ouais, c'était 2011. Et on me disait encore à l'époque, alors, la partie préparation physique, c'est le footing de début de saison, quoi. Et j'ouvre les guillemets quand je dis ça. C'est même pas moi qui dis gros. déjà en 2012, encore en 2012. Ouais, j'étais en première année STAPS, je crois. Là, j'entends ça, j'ai dit, pardon? C'est un peu plus compliqué, quoi. Je commençais à lire quelques bouquins, etc. Et on me dit, bah non, si tu vas courir en début de saison, c'est bon, pour la saison entière, presque, t'es au top. Et là, je me suis dit, bon, on laisse tomber. C'était un gamin par rapport à ces mecs-là, tu te dis rien, c'est pas grave. Mais après coup, quand j'étais sur le Pôle France, je dis, ce serait intéressant peut-être de me faire intervenir, tu vois. Pas pour me mettre en avant, je m'en fous, mais c'est pour partager un peu ce qu'on Ouais, fait. ce que toi tu fais déjà. Ouais. Et tu voyais que ça dérangeait un peu. Je dis, bon, je l'ai proposé une fois, je dis, allez, c'est bon, ciao, quoi. Ça sert à rien. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir les mentalités. Alors, aujourd'hui, je sais pas du tout. Alors, je parle de ça il y a plus d'une dizaine d'années. Je sais pas du tout comment ça a évolué. J'espère positivement. Mhm. Je fais confiance, en tout cas, aux formateurs que je connaissais de l'époque qui sont encore dessus. En tout cas, qui me semble qu'ils sont encore dessus, qui sont des gens très intelligents. Donc, je pense qu'ils ont fait évoluer ça de manière bénéfique. Bon. On passe aux questions de la fin. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur? Elle est cadeau. Elle est cadeau. Elle est large, celle-là. Un bon entraîneur. Alors, je vais te dire que un entraîneur qui est capable, déjà de faire progresser les athlètes ou les joueurs qui l'entraînent,
pour ça demande pour moi des qualités de, je vais dire, un côté qui booste, qui pousse, qui permet aux joueurs de dépasser ses limites, et un côté plus souple, plus dans l'écoute, la finesse. Donc il y aurait voilà, ces deux éléments de, je vais dire ça comme ça, de dureté et de souplesse en fait. Donc voilà pour les deux qualités qui en tout cas moi me parlent pour être un bon entraîneur. Après si je viens sur des domaines peut-être plus précis, justement une qualité d'entraîneur et de coach. Tu vois, entraîneur, c'est-à-dire de savoir mettre en place des situations d'entraînement, d'avoir une pédagogie progressive pour permettre à un joueur d'évoluer dans sa pratique. Et une autre partie coaching qui lui permet dans sa façon dans son relationnel sur le terrain, de permettre aux joueurs de se connaître, de savoir ce qui est bon pour lui, et de savoir comment il s'entraîne bien pour évoluer à sa façon en fait. Voilà. Ok, trop bien. Voilà ce qui me vient là tout de suite comme ça. Alors, une question qui va te paraître drôle parce que tu m'as dit avoir jamais fait de formation fédérale. Ouais. Est-ce qu'il y a une formation que tu conseillerais? Une formation que je conseillerais. Ou une méthode pour se former, peut-être? On va modifier la question. Alors, oui, elle va te paraître. Alors, parce que j'ai pas de référence de formation, je dirais que c'est son expérience de terrain associée à la réflexivité qu'on peut avoir avec, je vais dire ça comme ça, un coach, c'est-à-dire une personne qui est pas forcément du milieu du sport, qui est capable d'interroger, de te permettre justement de faire émerger ce que tu as vécu toi sur le terrain, pour utiliser ce que tu as vécu pour l'améliorer, pour savoir ce qui va pas, savoir quelle est ta voie, voilà, c'est donc l'expérience du terrain, tu vis au quotidien, et d'avoir quelqu'un qui te permet de t'interroger et de réfléchir à ça pour l'améliorer. Okay. Et en plus de ça, certainement d'avoir des mentors en quelque sorte qui te permettent de mettre des éléments plus spécifiques sur ta discipline. Voilà. Ouais, trop bien. Parce que j'ai pas d'autres formations. Là, tu vois, dans le tennis, je dirais, j'ai pas de formation à conseiller. Dans le sport, moi, je me suis formé sur la prépa physique avec différentes personnes, notamment quelqu'un comme Fred Aubert, parce que c'était un mentor avec qui j'avais une affinité et qui m'inspirait. Donc, je me suis dirigé vers lui et pas vers une formation comme ça, parce que moi, en tant que personne, c'est plus les personnes qui m'inspirent qui vont me permettre de prendre d'eux et d'être formé et enseigné par eux, en fait. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu as un livre à conseiller? Alors, j'en ai plein de livres à conseiller. Sur l'entraînement? Sur l'entraînement. Ou pas. Sur l'entraînement. Merde, qu'est-ce que j'ai pu lire sur l'entraînement? Alors, un livre que j'ai beaucoup aimé sur la prépa physique, c'est La planification de l'entraînement de Tudor Bompa, pardon. Ouais, Bompa. Qui date, celui-ci. Un livre de Georges Gacon sur l'entraînement. Je crois que c'est d'ailleurs l'entraînement. Ouais, c'est l'entraînement. Non, tu sais pas. Tu mets le doute. Bon, il y a l'entraînement je le mettrai dans la description de Georges Gacon. Ouais. Voilà les deux que j'ai en tête sur l'entraînement, en tout cas. Trop bien. Voilà. Et hors entraînement, est-ce que t'en as un?
Ah, le piège. Ah, c'est un gros piège, ça. Alors, là, en ce moment, je relis pour la 3e ou 4e fois Magellan Ouais. de Stefan Zweig. Je lis aussi l'autobiographie de Mandela, que j'ai pas terminé, et un livre personnel référence qui c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Voilà. Une bonne référence. Je sais pas si c'est une bonne référence, en tout cas, Ah, c'est la mienne. J'aime beaucoup ce livre aussi. Je te laisse le mot de la fin. Non. Vas-y. Ah non. Il est pour toi. Alors, je réfléchis le mot de la fin. Je dirais que c'est un mot. Alors, je dirige ce mot vers tous les entraîneurs ou les sportifs, surtout les jeunes entraîneurs et les jeunes sportifs, et pas les spécialistes de l'entraînement qui ont déjà leur parcours, leur certitude, leur méthode, mais plutôt les entraîneurs en devenir ou les joueurs. Que ce qui me paraît être le plus important, c'est cette recherche permanente. Cette recherche permanente de vouloir évoluer, de jamais être satisfait de ce qu'on fait, et de s'interroger sur le moyen de le faire évoluer, sur le plan de la réalisation, et ensuite sur soi-même, s'interroger sur soi-même, ce qui nous pousse, ce qui nous fait faire ce qu'on fait, de la manière dont on le fait, les motivations que l'on a de faire ce qu'on fait. De aussi s'interroger sur ce qu'on génère, que nous-mêmes générons sur les autres. Donc, en tant qu'entraîneur, quand on coach quelqu'un, sur notre part de responsabilité, sur le développement de l'autre, mais je parle pas là sur le plan de l'entraînement, je parle sur le plan de la personne, de notre histoire, de nos émotions, qu'on transfère ou qu'on pourrait transférer sur l'autre, et qui à certains moments sont les freins de l'évolution de l'autre, en fait. On pourrait être les freins de l'évolution de l'autre. Et donc, c'est un mot de la fin pour qui est regardez-vous vous-même pour évoluer en tant qu'entraîneur et permettre à ceux que vous accompagnez d'évoluer, en fait. Voilà. Gilles, merci. Avec plaisir, Julien. Merci à toi. Et ben voilà, un épisode de plus que tu as écouté. Félicitations si t'es arrivé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, ça m'intéresse vraiment. Parce que là, c'est des conversations qui sont un peu moins préparées. Justement, vraiment des conversations au fil de l'eau. Donc ça m'intéresse de savoir si ça t'a plu ou pas. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Patrick Roux. Salut!